Les trappeurs de l'Arkansas par Gustave Aimard. Partie 2, chapitre 10. Amour. Donia Luz et le cœur loyal étaient vis-à-vis l'un de l'autre dans une position singulière. Jeunes tous deux, beaux tous deux, ils s'aimaient sans oser se l'avouer, presque sans s'en douter. Tous deux, bien que leur vie se fût passée dans des conditions diamétralement opposées, possédaient une égale fraîcheur de sentiments, une égale naïveté de cœur. L'enfance de la jeune fille s'était écoulée, pâle et décolorée, au milieu de pratiques religieuses outrées, dans ce pays où la religion du Christ est plutôt un paganisme que la foi pure, noble et simple de nos contrées. Jamais elle n'avait senti battre son cœur. Elle ignorait l'amour comme elle ignorait la douleur. Vivant ainsi que les oiseaux du ciel, oubliant la veille, ne songeant pas au lendemain. Le voyage qu'elle avait entrepris avait complètement changé son existence. À la vue des immenses horizons qui se déroulaient devant elle dans la prairie, des majestueuses rivières qu'elle traversait, des superbes montagnes qu'il lui fallait côtoyer souvent et dont la cime chenue semblait toucher le ciel, ses idées s'étaient agrandies. Un bandeau était pour ainsi dire tombé de ses yeux. Elle avait compris que Dieu l'avait créée pour autre chose que pour traîner dans un couvent, une existence inutile. L'apparition du cœur loyal, dans les circonstances exceptionnelles où il s'était présenté à elle, avait séduit son esprit ouvert à toutes les sensations, prêt à garder toutes les impressions fortes qu'il recevrait. En présence de la nature d'élite du chasseur, de cet homme au costume sauvage mais au visage pâle, aux traits altiers et à la démarche noble, elle s'était sentie émue, malgré elle. C'est qu'à son insu, par la force des sympathies cachées qui existent entre tous les êtres dans la grande famille humaine, son cœur avait rencontré le cœur qu'il cherchait. Délicate et frêle, elle avait besoin de cet homme énergique, au regard fascinateur, au courage de lion, à la volonté de fer, pour la soutenir dans la vie et la sauvegarder de sa toute-puissante protection. Aussi s'était-elle, dès le premier moment, laissée aller avec un sentiment de bonheur indéfinissable, à la pente qui l'entraînait vers le cœur loyal. Et l'amour s'était installé en maître dans son âme, avant qu'elle s'en aperçût, et songea seulement à résister. Les derniers événements avaient réveillé avec une force inouïe cette passion qui donnait au fond de son cœur. À présent qu'elle était près de lui, qu'elle entendait à chaque instant son éloge sortir de la bouche de sa mère et de celle de ses compagnons, elle en était arrivée à considérer son amour comme faisant partie de son existence. Elle ne comprenait pas qu'elle eût vécu si longtemps sans aimer cet homme, qu'il lui semblait connaître depuis sa naissance. Elle ne vivait plus que pour lui, et par lui, heureuse d'un regard ou d'un sourire, joyeuse quand elle le voyait, triste quand il restait longtemps éloigné d'elle. Le cœur loyal était arrivé au même résultat, par une route toute différente. Élevé pour ainsi dire dans les prairies, face à face avec la divinité qu'il s'était habitué à adorer dans les œuvres grandioses qu'il avait sans cesse devant les yeux, les sublimes spectacles de la nature, les luttes incessantes qu'il avait à soutenir, soit contre les Indiens, soit contre les bêtes fauves, l'avaient développé au moral et au physique dans des proportions immenses. De même que, par sa force musculaire et son adresse à se servir de ses armes, il brisait tous les obstacles qu'on voulait lui opposer, par la grandeur de ses idées et la délicatesse de ses sentiments. Il était apte à comprendre toutes choses. Rien de ce qui était bon et de ce qui était grand ne lui était inconnu. Comme cela arrive toujours pour les organisations d'élite aux prises de bonheur avec l'adversité, et livrées sans autre défenseur qu'elle-même au terrible hasard de la vie, son âme s'était développée dans des proportions gigantesques, tout en restant d'une naïveté étrange pour certaines sensations qui lui étaient et devaient lui rester éternellement inconnues, à cause de son genre d'existence, à moins d'un hasard providentiel. Les besoins journaliers de la vie agitée et précaire qu'il menait avaient étouffé en lui le germe des passions. Ses habitudes solitaires l'avaient à son insu rapproché de la vie contemplative. Ne connaissant pas d'autre femme que sa mère, car les Indiennes par leurs mœurs ne lui avaient jamais inspiré que du dégoût, il était arrivé à 36 ans, sans songer à l'amour, sans savoir ce que c'est, et qui plus est,
sans avoir jamais entendu prononcer ce mot qui renferme tant de choses en 5 lettres, et qui, dans le monde, est la source de tant de dévouements sublimes et de tant de crimes horribles. Après une longue journée de chasse à travers les bois et les ravins, ou bien après avoir pendant 15 ou 16 heures trappé des castors, lorsque le soir ils se trouvaient réunis dans la prairie auprès de leur feu de bivouac, les conversations du cœur loyal et de son ami Belle Humeur, aussi ignorants que lui sur cette matière, ne pouvaient rouler que sur les événements du jour. Les semaines, les mois, les années se passaient, sans amener de changement dans son existence, à part une inquiétude vague, sans cause connue, qui le minait sourdement et dont il ne pouvait se rendre compte. C'est que la nature a des droits imprescriptibles et que tout homme doit s'y soumettre, n'importe dans quelles conditions il se trouve. Aussi, lorsque le hasard le mit en présence de Donia Luz, par le même sentiment de sympathie instinctive et irrésistible qui agissait sur la jeune fille, son cœur vola-t-il vers elle. Le chasseur, étonné de cet intérêt subit qu'il ressentait pour une étrangère que selon toute probabilité il ne devait jamais revoir, lui en voulut presque de ce sentiment qui se révélait en lui, et mit dans ses rapports avec elle une âpreté qui n'était pas dans son caractère. Comme tous les esprits altiers, qui ont continuellement vu tout courber sans résistance devant eux, il se sentait froissé d'être dominé par une jeune fille, de subir une influence à laquelle il ne pouvait déjà plus se soustraire. Mais lorsque, après l'incendie de la prairie, il quitta le camp des Mexicains, malgré la précipitation de son départ, il emporta le souvenir de l'étrangère avec lui. Ce souvenir grandit par l'absence. Toujours, il croyait entendre résonner à son oreille les notes suaves et mélodieuses de la voix de la jeune fille, quelque effort qu'il fit pour oublier. Dans la veille et dans le sommeil, elle était toujours là, lui souriant, fixant sur lui son regard enchanteur. La lutte fut vive. Le cœur loyal, malgré la passion qui le dévorait, savait quelle distance infranchissable le séparait de Donia Luz, combien cet amour était insensé, irréalisable. Toutes les objections qu'il était possible de se faire en pareil cas, il se les fit pour se prouver qu'il était un fou. Puis, lorsqu'il eut réussi à se convaincre qu'un abîme le séparait de celle qu'il aimait, vaincu par la lutte terrible qu'il avait engagée avec lui-même, soutenu peut-être par cet espoir qui n'abandonne jamais les hommes énergiques, loin de reconnaître franchement sa défaite et de se laisser aller à cette passion qui faisait désormais sa seule joie, son seul bonheur, il continua sourdement à lutter contre elle, tout en se prenant en pitié à cause des 1000 petites lâchetés que son amour lui faisait continuellement commettre. Il évitait, avec une obstination qui aurait pu paraître choquante à la jeune fille, de se rencontrer avec elle. Lorsque le hasard les forçait de se trouver ensemble, il devenait taciturne, maussade, ne répondait qu'avec difficulté aux questions qu'elle lui adressait, et avec cette maladresse habituelle aux amoureux peu aguerris, il saisissait le premier prétexte venu pour la quitter. La jeune fille le suivait tristement du regard, soupirait tout bas. Parfois, une perle liquide roulait silencieuse sur ses joues rosées, en voyant ce départ qu'elle prenait pour de l'indifférence et qui était de l'amour. Mais pendant les quelques jours qui s'étaient écoulés depuis la prise du camp, les jeunes gens avaient fait bien du chemin, sans s'en douter, d'autant plus que la mère du cœur loyal, avec cette seconde vue dont sont douées les mères vraiment dignes de ce titre, avait deviné la passion, les combats de son fils, et s'était faite la confidente secrète de cet amour, l'aidant à leur insu, et le protégeant de tout son pouvoir, tandis que chacun des amoureux était persuadé que son secret était enfoui, au plus profond de son âme. Voilà où en étaient les choses, 2 jours après la proposition faite par le capitaine à Donia Luz. Le cœur loyal semblait plus triste et plus préoccupé qu'à l'ordinaire. Il marchait à grands pas dans la grotte, en donnant des marques d'une vive impatience. Par intervalles, il lançait des regards inquiets autour de lui. Enfin, il s'appuya contre une des parois de la grotte, baissa la tête sur sa poitrine et resta plongé dans une profonde méditation. Il était ainsi, depuis un temps assez long, quand une voix douce murmura à son oreille. « Qu'avez-vous donc, mon fils ? Pourquoi cette tristesse qui voile vos traits ?
Auriez-vous de mauvaises nouvelles ?» Le cœur loyal releva la tête comme un homme réveillé en sursaut. Sa mère et Donia Luz étaient debout devant lui, les bras entrelacés, appuyés l'une sur l'autre. Il jeta sur elle un regard mélancolique et répondit avec un soupir étouffé. « Hélas, ma mère, demain est le dernier jour. Je n'ai encore rien pu imaginer pour sauver Donia Luz et lui rendre son oncle. » Les deux femmes tressaillirent. « Demain ?» murmura Donia Luz. « C'est vrai, c'est demain que cet homme doit venir. »« Que ferez-vous, mon fils ?»« Le sais-je, ma mère, » répondit-il avec une impatience fébrile. « Oh, cet homme est plus fort que moi. Il a déjoué tous mes plans. Jusqu'à présent, il nous a été impossible de savoir où il s'est retiré. Toutes nos recherches ont été inutiles. »« Cœur loyal ?» lui dit doucement la jeune fille. « M'abandonnerez-vous donc à la merci de ce bandit ? Pourquoi m'avez-vous sauvé alors ?»« Oh, fit le jeune homme, ce reproche me tue. »« Je ne vous adresse pas de reproche, cœur loyal, dit-elle vivement, mais je suis bien malheureuse. Si je reste, je cause la mort du seul parent que j'ai au monde. Si je pars, je suis déshonorée. »« Oh, ne pouvoir rien faire !» s'écria-t-il avec exaltation. « Vous voir pleurer, vous savoir malheureuse et ne pouvoir rien faire. Oh, ajouta-t-il, pour vous éviter une inquiétude, je sacrifierai ma vie avec joie. Dieu seul sait ce que je souffre de mon impuissance. »« Espérez, mon fils, dit la vieille dame, avec un accent convaincu. Dieu est bon, il ne vous abandonnera pas. »« Espérez ? Que me dites-vous là, ma mère ? Depuis 2 jours, mes amis et moi nous avons tenté l'impossible, sans aucun résultat. Espérez. Et dans quelques heures, ce misérable viendra réclamer la proie qu'il convoite. Plutôt mourir que de voir s'accomplir un tel forfait. » Donia Luz jeta sur lui un regard d'une expression étrange. Un sourire mélancolique plissa le coin de ses lèvres et lui posant doucement sa main délicate et mignonne sur l'épaule. « Cœur loyal ?» lui dit-elle, de sa voix mélodieuse et pénétrante. « M'aimez-vous » Le jeune homme tressaillit, un frisson parcourut ses membres. « Pourquoi cette question ?» lui dit-il, d'une voix tremblante. « Répondez-moi, » reprit-elle sans hésiter. « Comme je vous interroge, l'heure est solennelle. J'ai une grâce à vous demander. »« Oh, parlez, madame. Vous savez que je n'ai rien à vous refuser. »« Répondez-moi, » reprit-elle toute frémissante. « M'aimez-vous » ? Si c'est vous aimer, madame, que de désirer sacrifier sa vie pour vous, si c'est vous aimer que de souffrir le martyre en voyant couler une de vos larmes que je voudrais racheter de tout mon sang, si c'est vous aimer que d'avoir le courage de vous laisser accomplir le sacrifice que l'on exigera demain pour sauver votre oncle, oh oui, madame, je vous aime de toute mon âme. Ainsi, parlez sans crainte. Quoi que vous me demandiez, je le ferai avec joie. « Bien, mon ami, dit-elle. Je compte sur votre parole demain. Demain, je vous la rappellerai quand cet homme se présentera. Mais d'abord, il faut que mon oncle soit sauvé. Dussé-je sacrifier ma vie ? Hélas, il m'a servi de père, il m'aime comme sa fille. C'est à cause de moi qu'il est tombé entre les mains des bandits. Oh, jurez-moi, cœur loyal, que vous le délivrerez, ajouta-t-elle, avec une expression d'angoisse impossible à rendre. Le cœur loyal allait répondre lorsque Belle Humeur et l'Élan Noir entrèrent dans la grotte. « Enfin !» s'écria-t-il en s'élançant vers eux. Les 3 hommes causèrent quelques instants à voix basse, puis le chasseur revint en toute hâte vers les 2 femmes. Son visage rayonnait. « Vous avez raison, ma mère !» s'écria-t-il d'une voix vibrante. « Dieu est bon. Il n'abandonne pas ceux qui placent leur confiance en lui. Maintenant, c'est moi qui vous dis. Espérez, Donia Luz. Bientôt, je vous rendrai votre oncle. »« Ah !» fit-elle avec joie. « Serait-il possible ?»« Espérez, vous dis-je. Adieu, ma mère. Priez Dieu pour qu'il me seconde. Je vais avoir plus que jamais besoin de son secours. »
Sans en dire davantage, le jeune homme se précipita au dehors de la grotte, suivi de la plus grande partie de ses compagnons. « Qu'a-t-il donc voulu dire » murmura Donia Luz avec anxiété. « Venez, ma fille, » répondit la vieille dame avec tristesse. « Allons prier pour lui. » Elle l'entraîna doucement vers le réduit qu'elles habitaient. Il ne restait dans la grotte qu'une dizaine d'hommes chargés de la défense des deux femmes. Chapitre 11. Les prisonniers. Lorsque les peaux-rouges et les chasseurs avaient envahi le camp des Mexicains, les pirates, d'après les ordres de leur chef, s'étaient disséminés dans toutes les directions, afin d'échapper plus facilement aux recherches de leurs ennemis. Le capitaine et les 4 hommes qui portaient le général et son nègre, tous deux liés et bâillonnés, avaient descendu la pente des rochers au risque de se briser 1000 fois en tombant dans les précipices qui s'ouvraient sous leurs pieds. Arrivés à une certaine distance, rassurés par le silence qui régnait autour d'eux, et plus encore par les difficultés inouïes qu'ils avaient vaincues afin d'atteindre le lieu où ils se trouvaient, ils s'arrêtèrent pour reprendre haleine. Une obscurité profonde les enveloppait. Au-dessus de leur tête, ils apercevaient, à une hauteur énorme, scintiller comme de pâles étoiles, les torches portées par les chasseurs qui les poursuivaient, mais qui n'avaient garde de se hasarder dans le chemin qu'ils avaient pris. « Bonne chance, » dit le capitaine. « Allons, enfants, nous pouvons nous reposer quelques instants. Nous n'avons, quant à présent, rien à craindre. Placez vos prisonniers ici. Que 2 de vous se détachent pour aller reconnaître les environs. » Ces ordres furent exécutés. Quelques minutes plus tard, les 2 bandits revinrent annoncer qu'ils avaient découvert une excavation qui provisoirement pouvait leur offrir un abri. « Diable !» fit le capitaine. « Il faut nous y rendre. » Prêchant l'exemple, il se mit en marche. Les autres le suivirent. Ils arrivèrent bientôt à un enfoncement qui paraissait assez spacieux et qui se trouvait à quelques toises plus bas que l'endroit où ils s'étaient arrêtés d'abord. Lorsqu'ils furent cachés sous cet abri, le premier soin du capitaine fut d'emboucher hermétiquement l'entrée avec une couverture, ce qui n'était pas difficile. Cette entrée était assez étroite. Les bandits avaient été obligés de se courber pour y pénétrer. « Là, » dit le capitaine, « nous voici chez nous. De cette façon, nous ne craignons pas les indiscrets. » Tirant un briquet de sa poche, il alluma une torche de bois chandelle, dont, avec cette prévision qui n'abandonne jamais les gens de cette espèce, même dans les circonstances les plus critiques, il avait eu le soin de se munir. Dès qu'ils purent distinguer les objets, les bandits poussèrent un cri de joie. Ce que, dans l'obscurité, ils avaient pris pour une simple excavation était une grotte naturelle, comme on en rencontre tant dans ces contrées. « dit le capitaine en ricanant. « Voyons donc un peu où nous sommes. Restez là, vous autres. Surveillez avec soin les prisonniers. Je vais reconnaître notre nouveau domaine. » Après avoir allumé une seconde torche, il explora la grotte. Elle s'enfonçait sous la montagne par une descente en pente douce. Partout, les parois en étaient élevées. Parfois, elles s'élargissaient assez pour former des espèces de salles. Par des fentes imperceptibles, elles devaient recevoir l'air extérieur, car la lumière y brûlait facilement et le capitaine y respirait sans oppression de poitrine. Plus le pirate avançait dans ses recherches, plus l'air devenait vif, ce qui lui faisait supposer qu'il s'approchait d'une entrée quelconque. Il marchait déjà depuis plus de 20 minutes, lorsqu'une bouffée de vent qui lui fouetta le visage fit vaciller la flamme de sa torche. « murmura-t-il. « Voilà une sortie. Soyons prudents. Éteignons la lumière. Nous ne savons pas qui nous pouvons rencontrer au dehors. » Il écrasa sa torche sous ses pieds, resta quelques instants immobile pour donner à ses yeux le temps de s'habituer à l'obscurité. C'était un homme prudent, et sachant à fond son métier de bandit que de capitaine. Si le plan qu'il avait formé pour l'attaque du camp avait échoué, il avait fallu pour cela un concours de circonstances fortuites impossible à prévoir. Aussi, après le premier moment de mauvaise humeur causé par l'échec qu'il avait reçu, il avait bravement pris son parti, se réservant in petto de prendre sa revanche dès que l'occasion s'en présenterait.
Du reste, la fortune semblait vouloir lui sourire de nouveau, en lui offrant, juste au moment où il en avait le plus pressant besoin, un abri presque introuvable. Ce fut donc avec un mouvement de joie et d'espoir indicible qu'il attendit que ses yeux fussent assez habitués à l'obscurité pour lui permettre de distinguer les objets et savoir s'il allait réellement trouver une sortie, qui le rendrait maître d'une position presque inexpugnable. Son attente ne fut pas trompée. Dès que l'éblouissement causé par la flamme de la torche fut dissipé, il aperçut à une assez grande distance devant lui une faible lueur. Il marcha résolument en avant. Au bout de quelques minutes, il arriva à la sortie tant désirée. Décidément, la fortune se déclarait de nouveau pour lui. La sortie de la grotte donnait sur le bord d'une petite rivière, dont l'eau venait mourir auprès du souterrain, de façon que les bandits pouvaient, en se jetant à la nage ou en construisant un radeau, entrer et sortir sans laisser de traces, et déjouer ainsi toutes les recherches. Le capitaine connaissait trop bien les prairies de l'Ouest, dans lesquelles il exerçait depuis près de 10 ans déjà son honorable et lucrative profession, pour ne pas s'orienter facilement et savoir en un instant où il se trouvait. Il reconnut que cette rivière coulait à une distance assez grande du camp des Mexicains, dont ses méandres sans nombre tendaient encore à l'éloigner. Il poussa un soupir de satisfaction. Quand il eut bien reconnu les lieux, ne craignant plus d'être découvert et tranquille désormais sur sa position, il ralluma la torche et revint sur ses pas. Ses compagnons, à l'exception d'un seul qui veillait sur les prisonniers, dormaient profondément. Le capitaine les éveilla. « Alerte !» leur dit-il. « Il ne s'agit pas de dormir. Nous avons autre chose à faire. » Les bandits se levèrent de mauvaise grâce, en se frottant les yeux et en bâillant, à se démettre la mâchoire. Le capitaine leur fit d'abord boucher solidement le trou qui leur avait livré passage, puis il leur ordonna de le suivre avec les prisonniers, auxquels on avait délié les jambes afin qu'ils pussent marcher. Ils s'arrêtèrent dans une des nombreuses salles que le capitaine avait trouvées sur sa route. Un homme fut désigné pour garder les prisonniers, qui furent laissés en ce lieu, et le capitaine continua avec les 3 autres bandits à s'enfoncer dans la grotte. « Vous voyez, leur dit-il en leur montrant la sortie, qu'à quelque chose malheur est bon, puisque le hasard nous a fait découvrir un refuge où nul ne viendra nous chercher. Vous, Franck, partez de suite pour le rendez-vous que j'avais assigné à vos camarades. Vous les conduirez ici, ainsi que tous ceux des nôtres qui ne faisaient pas partie de l'expédition. Quant à vous, Antonio, il faut que vous nous procuriez des vivres. Allez tous deux. Il est inutile de vous dire que j'attends votre retour, avec impatience. » Les 2 bandits plongèrent sans répliquer dans la rivière et disparurent. Se tournant alors vers celui qui restait, « Quant à nous, Gonzalez, lui dit-il, occupons-nous à ramasser du bois pour faire du feu, et des feuilles pour faire des lits. Allons, à l'œuvre, à l'œuvre !» 1 heure plus tard, un feu clair pétillait dans la grotte, et sur de moelleux lits de feuilles sèches, les bandits dormaient d'un profond sommeil. Au lever du soleil, le reste de la troupe arriva. Ils étaient encore 30. Le digne chef sentit son cœur se dilater de joie à la vue de la riche collection de coquins dont il pouvait encore disposer. Avec eux, il ne désespérait pas de rétablir ses affaires et de prendre bientôt une éclatante revanche. Après un copieux déjeuner composé de venaison largement arrosé de mescal, le capitaine songea enfin à s'occuper de ses prisonniers. Il se rendit à la salle qui leur servait de cachot. Depuis qu'il était tombé aux mains des bandits, le général était resté silencieux, insensible en apparence au mauvais traitement auquel il était en butte. Les blessures qu'il avait reçues, complètement négligées, s'étaient envenimées. Elles le faisaient horriblement souffrir, mais il ne proférait pas une plainte. Un chagrin cuisant le minait depuis qu'il était prisonnier. Il voyait renverser, sans espérance de pouvoir le remettre un jour à exécution, le projet qu'il avait amené dans les prairies. Tous ses compagnons étaient morts. Lui-même ne savait quel sort l'attendait. La seule chose qui apportait une légère consolation à ses peines, c'était la certitude que sa nièce avait réussi à s'échapper. Mais qu'était-elle devenue dans ce désert où l'on ne rencontre que des bêtes fauves ou des Indiens plus féroces qu'elle? Comment cette jeune fille, habituée à toutes les aises de la vie, supporterait-elle les hasards de cette existence de privation? Cette idée redoublait encore ses souffrances.
Le capitaine fut effrayé de l'état dans lequel il le trouva. « Allons, général, lui dit-il. Du courage, que diable! La chance change souvent. J'en sais quelque chose, moi. Caraille, il ne faut pas se désespérer. Personne ne peut prévoir ce que demain lui réserve. Donnez-moi votre parole d'honneur de ne pas chercher à vous échapper. Je vous rends immédiatement la liberté de vos membres. » « Je ne puis vous donner cette parole, » répondit le général avec fermeté. « Je ferais un faux serment. Je vous jure au contraire de chercher à fuir par tous les moyens possibles. »« Bravo, bien répondu, » dit en riant le pirate. « À votre place, je répondrais de même. Seulement, je crois qu'en ce moment, avec la meilleure volonté, il vous serait impossible de faire un pas. Aussi, malgré ce que vous venez de me dire, je vais vous donner la liberté, ainsi qu'à votre domestique. Vous en ferez ce que vous pourrez. Liberté de vos membres seulement, bien entendu. » D'un revers de son machette, il coupa les cordes qui liaient les bras du général, puis il rendit le même service au nègre Jupiter. Celui-ci, dès qu'il fut libre de ses mouvements, commença à sauter et à rire en montrant 2 rangées de dents formidables et d'une éblouissante blancheur. « Allons, soyez sage, Moricaud, » lui dit le pirate. « Restez tranquille ici, si vous ne voulez pas recevoir une balle dans la tête. »« Je ne partirai pas sans mon maître, » répondit Jupiter, en roulant ses gros yeux effarés. « C'est cela, » reprit le pirate en ricanant. « Voilà qui est convenu. Ce dévouement vous fait honneur, Moricaud. » Revenant alors au général, le capitaine bassina ses plaies avec de l'eau fraîche, le pansa avec soin. Puis, après avoir fait placer devant les prisonniers des vivres auxquels le nègre seul fit honneur, le pirate se retira. Vers le milieu de la journée, le capitaine réunit autour de lui les principaux de la bande. « Caballeros, leur dit-il, nous ne pouvons pas le nier, nous avons perdu la première partie. Les prisonniers que nous avons faits sont loin de rembourser nos frais. Nous ne devons point rester sous le coup d'un échec qui nous déshonore et nous rend ridicules. Je vais entamer une seconde partie. Cette fois, si je ne la gagne pas, j'aurai du malheur. Pendant mon absence, surveillez bien les prisonniers. Faites attention à la dernière recommandation que je vous fais. Si demain, à minuit, je ne suis pas de retour sain et sauf au milieu de vous, à minuit et quart, vous fusillerez les 2 prisonniers sans rémission. Vous m'avez bien compris, n'est-ce pas? Sans rémission. Soyez tranquille, capitaine, répondit Franck au nom de ses camarades. Vous pouvez partir. Vos ordres seront exécutés. J'y compte bien, mais surtout, ne les fusillez ni 1 minute plus tôt, ni 1 minute plus tard. À l'heure juste. C'est convenu. Allons, adieu. Ne vous impatientez pas trop de ne pas me voir. Sur ce, le capitaine quitta la grotte pour se rendre auprès du cœur loyal. Nous avons vu ce que le bandit était allé faire auprès du trappeur. Chapitre 12. Ruse de guerre. Après son étrange proposition au chasseur, le chef des pirates avait repris en toute hâte le chemin de son repère. Mais il était trop habitué à la vie des prairies pour ne pas se douter que plusieurs de ses ennemis suivraient de loin sa piste. Aussi avait-il mis en usage pour les fourvoyer toutes les ruses que lui fournissait son esprit inventif. Faisant des détours sans nombre, revenant incessamment sur ses pas, et comme on le dit vulgairement, reculant de 10 mètres pour avancer d'1. Ces nombreuses précautions avaient excessivement retardé sa marche. Arrivé sur les bords de la rivière, dont les eaux baignaient l'entrée de la caverne, il jeta un dernier regard autour de lui, pour s'assurer qu'aucun œil indiscret ne surveillait ses mouvements. Tout était calme, rien de suspect n'apparaissait. Il se préparait à lancer à l'eau le radeau caché sous les feuilles, lorsqu'un léger bruit dans les buissons attira son attention. Le pirate tressaillit, saisissant vivement un pistolet à sa ceinture. Il l'arma et s'avança résolument vers l'endroit d'où partait ce bruit inquiétant. Un homme courbé vers la terre était occupé avec une petite bêche à arracher des herbes et des plantes. Le pirate sourit et repassa son pistolet à sa ceinture. Il avait reconnu le docteur, qui se livrait avec acharnement à sa passion favorite. Celui-ci, tout à son travail,
ne l'avait pas aperçu. Après l'avoir un instant considéré avec dédain, le pirate lui tourna le dos, lorsqu'une idée lui vint, qui lui fit au contraire s'avancer vers le savant, sur l'épaule duquel il laissa rudement tomber sa main. À cet attouchement brutal, le pauvre docteur se redressa effaré, en laissant de terreur tomber plantes et bêches. « Holà, mon brave homme !» lui dit le capitaine d'un air narquois. « Quelle rage vous tient donc d'arboriser ainsi, à toute heure du jour et de la nuit ?»« Comment ?» répondit le savant. « Que voulez-vous dire ?»« Dame, c'est bien simple. Ne savez-vous pas qu'il n'est pas loin de minuit ?»« C'est vrai, » répondit naïvement le savant. « Mais la lune est si belle !»« Que vous l'avez prise pour le soleil !» interrompit le pirate avec un éclat de rire. « Mais, ajouta-t-il en redevenant subitement sérieux, il ne s'agit pas de cela. Bien qu'à moitié fou, je me suis laissé dire que vous étiez assez bon médecin. »« J'ai fait mes preuves, monsieur, » répondit le docteur, vexé de l'épithète. « Très bien, vous êtes l'homme qu'il me faut. » Le savant s'inclina de mauvaise grâce. Il était évident que l'attention le flattait médiocrement. « Que désirez-vous » demanda-t-il. « Êtes-vous malade ?»« Pas moi, grâce à Dieu, mais un de vos amis, qui en ce moment est mon prisonnier. Ainsi, vous allez me suivre. »« Mais, voulut objecter le docteur, je n'admets pas d'excuses. Suivez-moi, sinon je vous brûle la cervelle. Du reste, rassurez-vous, vous ne courez aucun risque. Mes hommes auront pour vous tous les égards auxquels la science a droit. » Comme il n'y avait pas de résistance possible, le bonhomme prit son parti de bonne grâce. De si bonne grâce même que pendant une seconde, il laissa errer sur ses lèvres un sourire qui aurait donné fort à réfléchir au capitaine s'il avait pu l'apercevoir. Le capitaine enjoignit au savant de passer devant lui, et tous deux gagnèrent la rivière. À l'instant où ils quittaient la place où venait d'avoir lieu leur conversation, les branches d'un buisson s'écartèrent avec précaution. Une tête rasée, et ne conservant au sommet qu'une longue touffe de cheveux dans laquelle une plume était plantée, apparut, puis un corps, puis un homme tout entier, qui bondit comme un jaguar à leur poursuite. Cet homme était la Tête d'Aigle. Il assista, silencieux, à l'embarquement des deux blancs, les vit entrer dans la grotte, puis il disparut à son tour dans l'épaisseur des bois, après avoir murmuré à voix basse le mot « Hoche !» la suprême expression de joie dans le langage des Comanches. Le docteur avait tout simplement servi d'appât pour attirer le pirate et le faire tomber dans le piège tendu par le chef indien. Maintenant, le digne savant était-il d'intelligence avec la Tête d'Aigle ? C'est ce que nous saurons bientôt. Le lendemain, au point du jour, le pirate fit faire une battue générale aux environs de la grotte. Aucune piste n'existait. Le capitaine se frotta les mains. Son expédition avait doublement réussi puisqu'il était parvenu à rentrer dans la caverne sans être suivi. Certain de ne rien avoir à redouter, il ne voulut plus garder auprès de lui tant d'hommes inactifs, plaçant provisoirement sa troupe sous les ordres de Franck, vieux bandit émérite dans lequel il avait toute confiance. Il ne garda que 10 hommes sûrs auprès de lui et renvoya le reste. Bien que l'affaire qu'il traitait en ce moment fût intéressante, que son succès lui parût assuré, il ne voulait pas cependant négliger ses autres occupations et nourrir dans la paresse une vingtaine de bandits qui, d'un moment à l'autre, poussés par l'oisiveté, pouvaient lui jouer un mauvais tour. On voit que le capitaine était non seulement un homme prudent, mais encore qu'il connaissait à fond ses honorables associés. Lorsque les pirates eurent quitté la grotte, le capitaine fit signe au docteur de le suivre et le conduisit auprès du général. Après les avoir présentés l'un à l'autre, avec ces politesses ironiques dont il avait l'habitude, le bandit les laissa seuls et se retira. Seulement, avant de s'éloigner, le capitaine tira un pistolet de sa ceinture et l'appuyant sur la poitrine du savant. « Bien que vous soyez à moitié fou, lui dit-il, comme vous pourriez cependant avoir quelque velléité de me trahir, retenez bien ceci, cher monsieur. C'est qu'à la moindre démarche équivoque que je vous verrai tenter, je vous ferai sauter la cervelle. Vous êtes avertis. Maintenant, agissez comme vous voudrez. » Et repassant son pistolet à sa ceinture, il se retira en ricanant.
Le docteur écouta cette admonestation, avec un visage contrit, mais avec un sourire narquois, qui malgré lui glissa sur ses lèvres. Heureusement, il ne fut pas aperçu par le capitaine. Le général et son nègre Jupiter se trouvèrent relégués dans une salle assez éloignée de l'entrée de la grotte. Ils étaient seuls. Le capitaine avait jugé inutile de les faire garder à vue. Assis tous deux sur un amas de feuilles sèches, la tête basse et les bras croisés, ils réfléchissaient profondément. À la vue du savant, le visage sombre du général s'éclaira d'un fugitif sourire d'espoir. « Vous voilà, docteur !» lui dit-il, en lui tendant une main que celui-ci serra silencieusement. « Dois-je me réjouir ou m'attrister de votre présence ?»« Sommes-nous seuls ?» demanda le médecin, sans répondre à la question du général. « Je le crois, » fit-il étonné. « Dans tous les cas, il est facile de vous en assurer. » Le docteur rôda de tous les côtés, furetant avec soin dans tous les coins. Enfin, il revint auprès des prisonniers. « Nous pouvons causer, » dit-il. Le savant était habituellement si enfoncé dans ses calculs scientifiques, il était tellement distrait de sa nature que les prisonniers n'avaient en lui qu'une confiance fort minime. « Et ma nièce ?» demanda le général avec inquiétude. « Rassurez-vous, elle est en sûreté auprès d'un chasseur nommé le Cœur Loyal, qui a pour elle le plus profond respect. » Le général poussa un soupir de soulagement. Cette bonne nouvelle lui rendait tout son courage. « Oh !» dit-il, « qu'importe maintenant que je sois prisonnier, puisque ma nièce est sauvée. Je puis tout souffrir. »« Non, non !» dit vivement le docteur. « Il faut au contraire vous échapper à tout prix, d'ici à demain. »« Pourquoi ? Répondez-moi d'abord. »« Je ne demande pas mieux. Vos blessures me semblent assez légères. Elles sont en voie de guérison. En effet. Vous croyez-vous capable de marcher ? » ?»« Oh oui. Entendons-nous. Je veux dire, capable de faire une longue route. »« Je le crois, s'il le fallait absolument. » « fit le nègre, qui jusqu'à ce moment était demeuré silencieux. « Est-ce que je ne suis pas assez fort pour porter mon maître, moi, s'il ne pouvait plus marcher ?» Le général lui serra la main. « C'est vrai. Au fait, dit le docteur, ainsi, voilà qui va bien. Seulement, il faut vous échapper. »« Je ne demande pas mieux, mais comment ? » ?»« Ah, voilà, fit le savant en se grattant le front. Comment, je ne sais pas, moi, mais soyez tranquille, je trouverai un moyen. Je ne sais pas lequel, par exemple. » Des pas se firent entendre. Le capitaine parut. « Eh bien, demanda-t-il, comment vont les malades ? » « Pas trop bien, répondit le docteur. « Bah, reprit le pirate, tout cela s'arrangera, et du reste, le général sera bientôt libre, alors il pourra se soigner tout à son aise. Allons, venez, docteur, j'espère que je vous ai laissé assez longtemps causer avec votre ami. » Le médecin le suivit sans répondre, après avoir fait au général un dernier geste pour lui recommander la prudence. La journée se passa sans incident. Les prisonniers attendaient la nuit avec impatience. Malgré eux, la confiance du docteur les avait gagnés. Ils espéraient. Vers le soir, le digne savant reparut. Il marchait d'un pas délibéré, son visage était rayonnant. Il tenait une torche à la main. « Eh ? Qu'avez-vous donc, docteur ? » lui demanda le général. « Je vous trouve l'air tout joyeux. »« Je suis joyeux, en effet, général, » répondit-il en souriant, « parce que j'ai trouvé le moyen de vous faire évader, ainsi que moi, bien entendu. »« Et ce moyen est déjà à demi exécuté, » fit-il, avec un petit rire sec qui lui était particulier lorsqu'il était satisfait. « Que voulez-vous dire ? Pardieu, une chose bien simple, mais que vous ne devineriez jamais. Tous nos bandits dorment. Nous sommes les maîtres de la grotte. »« Il serait possible ? Mais s'ils s'éveillent ? » ?»« Pour cela, soyez tranquille. Ils se réveilleront, cela ne fait pas un doute. Mais point avant 6 heures d'ici, au moins. »« Comment cela ? » ?»« Parce que je me suis chargé moi-même de leur verser leur sommeil. C'est-à-dire qu'à leur souper, je leur ai servi une décoction d'opium qui les a fait tomber comme des masses de plomb. Depuis, ils ronflent comme des soufflets de forge. « Oh, c'est parfait !» s'écria le général.
N'est-ce pas » dit le docteur avec modestie. « Dame, j'ai voulu réparer le mal que je vous avais causé par ma négligence. Je ne suis pas un soldat, moi. Je suis un pauvre médecin. Je me suis servi de mes armes. Vous voyez que dans l'occasion, elles en valent d'autres. Elles en valent mieux 100 fois. Docteur, vous êtes un homme adorable. Allons, allons, ne perdons pas de temps. » C'est juste, partons. Mais le capitaine, qu'en avez-vous fait ? Pour lui, le diable seul sait où il est. Il nous a quittés cet après-dîner, sans rien dire à personne. Mais je me doute de l'endroit où il se rend, et je me trompe fort, où nous le verrons bientôt. Enfin, tout est pour le mieux. En route. Les 3 hommes se mirent en marche. Malgré le moyen employé par le docteur, le général et le nègre n'étaient pas sans inquiétude. Ils arrivèrent à la salle qui servait de dortoir aux bandits. Ils dormaient, étendus çà et là. Les fugitifs passèrent. Arrivés à l'entrée de la grotte, au moment où ils allaient détacher le radeau pour traverser la rivière, ils virent au rayon pâlissant de la lune un autre radeau monté par une quinzaine d'hommes qui se dirigeaient lentement de leur côté. La retraite leur était coupée. Comment résister à un aussi grand nombre d'adversaires ? « Fatalité !» murmura le général, avec désespoir. « Oh !» fit piteusement le docteur. « Un plan de fuite qui m'avait donné tant de peine à élaborer !» Les fugitifs se jetèrent dans un renfoncement de rochers afin de ne pas être aperçus, et ils attendirent, le cœur palpitant, le débarquement des arrivants, dont les manœuvres leur paraissaient de plus en plus suspectes. Chapitre 13. La loi des prairies. Un espace considérable de terrain, situé devant l'entrée de la grotte habitée par le cœur loyal, avait été déblayé, les arbres abattus et 150 ou 200 huttes dressées. La tribu entière des Comanches campait en cet endroit. Trappeurs, chasseurs et guerriers peaux-rouges s'entendaient à merveille. Au milieu de ce village improvisé, où les huttes en peau de bison peintes de différentes couleurs étaient alignées avec une certaine symétrie, une plus vaste que les autres, surmontée de scalpes fichées à de longues perches, dans laquelle on entretenait continuellement un grand feu, servait de hutte du conseil. La plus grande animation régnait dans le village. Les guerriers indiens étaient peints et armés en guerre, comme s'ils se préparaient à marcher au combat. Les chasseurs avaient revêtu leurs plus beaux costumes, nettoyé leurs armes avec le plus grand soin. Ils pensaient peut-être devoir bientôt s'en servir. Les chevaux, complètement harnachés, étaient entravés à l'amble, prêts à être montés et gardés par une dizaine de guerriers. On voyait les peaux-rouges et les chasseurs aller et venir d'un air affairé et préoccupé. Chose rare et presque inusitée parmi les Indiens, des sentinelles étaient placées de distance en distance pour signaler l'approche d'un étranger, quel qu'il fût. Enfin, tout donnait à supposer qu'il se préparait une de ces cérémonies particulières aux prairies. Mais chose étrange, le cœur loyal, la tête d'aigle et l'élan noir étaient absents. Seule Belle Humeur surveillait les apprêts que l'on faisait tout en causant avec le vieux chef Comanche nommé Échis, ou le soleil. Mais leurs visages étaient sévères, leurs fronts rêveurs, ils semblaient en proie à une vive préoccupation. C'était le jour marqué par le capitaine des pirates pour que Doña Luz lui fût livré. Le capitaine oserait-il venir? Ou bien sa proposition n'était-elle qu'une rodomontade? Ceux qui connaissaient le pirate, et le nombre en était grand, presque tous avaient souffert de ses déprédations, penchaient pour l'affirmative. Cet homme était doué. C'était du reste la seule qualité qu'on lui reconnut, d'un courage féroce et d'une volonté de fer. Une fois qu'il avait affirmé qu'il ferait une chose, il la faisait quand même. Et puis, qu'avait-il à redouter en venant une seconde fois au milieu de ses ennemis? Ne tenait-il pas le général en son pouvoir? Le général dont la vie répondait de la sienne. On savait qu'il n'hésiterait pas à le sacrifier à sa sûreté. Il était environ 8 heures du matin. Un soleil éblouissant répandait à profusion ses rayons resplendissants sur le tableau que nous avons essayé de décrire. Doña Luz sortit de la grotte, appuyée sur le bras de la mère du cœur loyal et suivie par No Eusebio.
Les deux femmes étaient tristes, pâles, leurs traits fatigués, leurs yeux rougis montraient qu'elles avaient pleuré. Dès qu'il les aperçut, Belle Humeur s'avança vers elles et les salua. « Mon fils n'est pas encore de retour ?» demanda la vieille dame d'un air inquiet. « Pas encore, » répondit le chasseur. « Mais rassurez-vous, madame, il ne peut tarder à arriver. »« Mon Dieu, je ne sais pourquoi, mais il me semble qu'il doit être retenu loin de nous par un événement fâcheux. »« Non, madame, je le saurai. Lorsque je l'ai quitté cette nuit afin de vous tranquilliser et de faire exécuter les ordres qu'il m'a donnés, il était dans une excellente situation. Ainsi, croyez-moi, rassurez-vous. Surtout, ayez confiance. »« Hélas !» murmura la pauvre femme. « Je vis depuis 20 ans dans des transes continuelles. Chaque soir, je redoute de ne pas revoir mon fils le lendemain. Mon Dieu, n'aurez-vous donc pas pitié de moi ?»« Remettez-vous, madame, » lui dit affectueusement Doña Luz en l'embrassant doucement. « Oh, je le sens là. Si le cœur loyal court un danger en ce moment, c'est pour sauver mon pauvre oncle. Mon Dieu, ajouta-t-elle avec ferveur, faites qu'il réussisse. »« Bientôt, mesdames, tout s'éclaircira. Rapportez-vous-en à moi, vous savez que je ne voudrais pas vous tromper. »« Oui, dit la vieille dame, vous êtes bon, vous aimez mon fils, et vous ne seriez pas ici s'il avait quelque chose à redouter. »« Vous me jugez bien, madame, je vous en remercie. Je ne puis en ce moment rien vous dire. Mais je vous en supplie, ayez un peu de patience, qu'il vous suffise de savoir qu'il travaille pour rendre la señora heureuse. »« Ah oui, dit la mère, toujours bon, toujours dévoué. »« Aussi l'a-t-on nommé le cœur loyal ?» murmura la jeune fille en rougissant. « Et jamais nom ne fut mieux mérité, madame, » dit le chasseur avec conviction. « Il faut avoir vécu longtemps avec lui, le connaître autant que je le connais pour bien l'apprécier. » « Merci à mon tour pour ce que vous dites de mon fils, Belle Humeur, » répondit la vieille dame en serrant la main calleuse du chasseur. « Je ne dis que la vérité, madame. Je suis juste, voilà tout. Oh, cela irait mieux dans les prairies si tous les chasseurs lui ressemblaient. »« Mon Dieu, le temps passe. N'arrivera-t-il donc pas ?» murmura-t-elle en regardant autour d'elle avec une impatience fébrile. « Bientôt, madame. Je veux être la première à le voir et à le saluer à son arrivée. » « Malheureusement, cela est impossible. »« Pourquoi donc ? » ?»« Votre fils m'a chargé de vous prier, ainsi que la señora, de vous retirer dans la grotte. Il désire que vous n'assistiez pas à la scène qui va se passer ici. »« Mais, dit Doña Luz avec anxiété, comment saurais-je si mon oncle est sauvé ? » ?»« Rassurez-vous, señorita, vous ne resterez pas longtemps dans l'inquiétude. Mais je vous en prie, ne demeurez pas ici plus longtemps. Rentrez, rentrez. »« Peut-être cela vaut-il mieux ? » observa la vieille dame. « Obéissons, mignonne, » ajouta-t-elle en souriant à la jeune fille. « Rentrons, puisque mon fils l'exige. » Doña Luz la suivit sans résistance, mais en jetant derrière elle des regards furtifs pour tâcher d'apercevoir celle qu'elle aimait. Pour tâcher d'apercevoir celui qu'elle aimait. « Que l'on est heureux d'avoir une mère !» murmura Belle Humeur, en étouffant un soupir et en suivant des yeux les deux femmes qui disparaissaient dans l'ombre de la grotte. Tout à coup, les sentinelles indiennes poussèrent un cri qui fut immédiatement répété par un homme placé devant la hutte du conseil. À ce signal, les chefs Comanches se levèrent et sortirent de la hutte dans laquelle ils étaient réunis. Les chasseurs et les guerriers indiens saisirent leurs armes, se rangèrent de chaque côté de la grotte et attendirent. Un nuage de poussière roulait vers le camp avec une rapidité extrême. Le nuage se dissipa bientôt et laissa voir une troupe de cavaliers qui accouraient à toute bride. Ces cavaliers portaient pour la plupart le costume des gambusinos mexicains. À leur tête caracolait, sur un magnifique cheval noir comme la nuit, un homme que tous reconnurent immédiatement. C'était le capitaine Ouacteno, qui venait audacieusement à la tête de sa troupe réclamer l'exécution de l'odieux marché qu'il avait imposé 3 jours auparavant.
Ordinairement dans les prairies, lorsque deux troupes se rencontrent, ou lorsque des guerriers ou des chasseurs visitent un village, il est d'usage d'exécuter une espèce de fantasia, en se lançant à fond de train les uns contre les autres en criant, en tirant des coups de fusil. Cette fois, rien de tout cela n'eut lieu. Les Comanches et les chasseurs restèrent mornes et silencieux, attendant sans bouger l'arrivée des pirates. Cette froide et sèche réception n'étonna pas le capitaine. Bien que ses sourcils se fronçassent légèrement, il finit de ne pas s'en apercevoir et entra intrépidement dans le village à la tête de sa troupe. Arrivés en face des chefs rangés devant la hutte du conseil, les 20 cavaliers s'arrêtèrent subitement, comme s'ils eussent été changés en statues de bronze. Cette manœuvre hardie fut exécutée avec une dextérité si grande que les chasseurs, bons connaisseurs en équitation, réprimèrent difficilement un cri d'admiration. À peine les pirates furent-ils arrêtés que les rangs des chasseurs et des guerriers, placés à droite et à gauche de la hutte, se déployèrent en éventail et se refermèrent derrière eux. Les 20 pirates se trouvaient par ce mouvement exécuté avec une prestesse incroyable, enfermés dans un cercle formé par plus de 500 hommes, bien armés et parfaitement montés. Le capitaine eut un frisson d'inquiétude à la vue de cette manœuvre. Il se repentit presque d'être venu. Mais, surmontant cette émotion involontaire, il sourit avec dédain. Il se croyait certain de ne rien avoir à ajouter. Il salua légèrement les chefs placés devant lui, et s'adressant à Belle Humeur d'une voix ferme, « Où est la jeune fille ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » répondit le chasseur en ricanant. « Je ne crois pas qu'il y ait ici une jeune fille sur laquelle vous ayez des droits quelconques. » « Que signifie cela? Et que se passe-t-il ici ?» murmura le capitaine, en jetant autour de lui un regard de défiance. « Le cœur loyal a-t-il oublié la visite que je lui ai faite il y a 3 jours ?»« Le cœur loyal n'oublie jamais rien, » dit Belle Humeur d'une voix ferme. « Mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Comment avez-vous eu l'audace de vous présenter parmi nous, à la tête d'un ramassis de brigands ?»« Bien, » fit le capitaine raillant. « Je vois que vous voulez me répondre par une fin de non-recevoir. Quant à la menace que renferme la dernière partie de votre phrase, je m'en préoccupe fort peu. Vous avez tort, monsieur, car puisque vous avez commis l'imprudence de vous remettre vous-même entre nos mains, nous ne serons pas assez simples, je vous en avertis, pour vous laisser échapper. »« Oh oh !» fit le pirate. « Quel jeu jouons-nous donc ? » ?»« Vous allez l'apprendre, monsieur. »« J'attends, » répondit le pirate, en jetant autour de lui un regard provocateur. « Dans ces déserts, où toutes les lois humaines se taisent, » reprit le chasseur d'une voix vibrante, « la loi de Dieu seule doit être en vigueur. Cette loi dit œil pour œil, dent pour dent, vous le savez. Après, » fit le pirate d'un ton sec, « depuis 10 ans, continua impassiblement Belle Humeur, à la tête d'une troupe de bandits sans foi ni loi, vous êtes devenu la terreur des prairies, pillant et assassinant les hommes blancs et les hommes rouges, car vous n'êtes d'aucun pays. Le vol et la rapine sont votre seule règle. Voyageurs, trappeurs, chasseurs, gambousinos ou indiens, vous ne respectez personne si le meurtre peut vous procurer un peu d'or. Il y a quelques jours à peine, vous avez pris d'assaut le camp de paisibles voyageurs mexicains, et vous les avez massacrés sans pitié. Cette carrière du crime devait avoir un terme. Ce terme est enfin arrivé. Nous tous, Indiens et chasseurs, nous nous sommes réunis ici pour vous juger et vous appliquer la loi implacable des prairies. « Œil pour œil, dent pour dent !» crièrent les assistants en brandissant leurs armes. « Vous vous trompez grandement, mes maîtres, » répondit le pirate avec assurance. « Si vous croyez que je tendrais paisiblement la gorge au couteau comme un veau qu'on mène à l'abattoir, je me méfiais de ce qui arrive. Voilà pourquoi je suis si bien accompagné. J'ai avec moi 20 hommes résolus qui sauront se défendre. Vous ne nous tenez pas encore. Regardez autour de vous, monsieur, et voyez ce qu'il vous reste à faire. » Le pirate jeta les yeux en arrière. 500 fusils étaient dirigés sur sa troupe. Un frisson parcourut ses membres,
Une pâleur mortelle couvrit son visage. Le pirate comprit qu'il se trouvait en face d'un danger terrible. Mais après une seconde de réflexion, il reprit tout son sang-froid et s'adressant au chasseur, il répondit d'une voix railleuse. « Allons donc! Pourquoi ces menaces qui ne peuvent m'effrayer? Vous savez fort bien que je suis à l'abri de vos coups. Vous l'avez dit, il y a quelques jours, j'ai attaqué des voyageurs mexicains. Mais vous n'ignorez pas que le plus important de ces voyageurs est tombé en mon pouvoir. Osez toucher à un seul cheveu de ma tête, et le général, l'oncle de la jeune fille, que vous voulez en vain ravir à ma puissance, paiera immédiatement de sa vie l'insulte qui me sera faite. Croyez-moi donc, messieurs, cessez de chercher plus longtemps à m'effrayer. Rendez-moi de bonne grâce celle que je viens vous demander. Ou je vous jure, Dieu, que dans 1 heure, le général aura vécu. » Tout à coup, un homme fendit la foule, et se plaçant devant le pirate, « Vous vous trompez, lui dit-il. Le général est libre. » Cet homme était le cœur loyal. Un frémissement de joie parcourut les rangs des chasseurs et des Indiens, tandis qu'un frisson de terreur agitait les pirates. Bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier vlog lecture sur Les Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Bon, on est clairement dans une intrigue qui est quand même plutôt cousue de fil blanc. Bon, depuis le début, je pense qu'on... Non, depuis une bonne moitié, je pense qu'on sait où ça va. J'ai eu un petit doute un moment quand on avait eu la présentation de Wacteno et le fait qu'il... Alors, je sais pas si la gamine de Nealus était vraiment tombée amoureuse du pirate, du capitaine, quand il l'avait sauvée à Mexico, parce qu'il l'avait sauvée d'homme à lui. Donc, est-ce qu'il a imaginé quelque chose parce qu'elle avait dû se dire « Oh là là, il y a un homme très fort qui nous a sauvés d'une mort certaine !» Parce qu'elle est jeune aussi, hein, elle a 15-16 ans, rappelons-le. Donc, elle va se marier avec un mec de 35. Autre temps, autre meurt. En fait, on sait qu'elle va finir avec Cœur Loyal. Par contre, j'avais pas forcément prévu que Wacteno allait se faire buter. Appelons un chat un chat. Et j'ai trouvé, alors là, c'est mon petit regard de pro de la correction. Le chapitre 12, il sert à rien. En fait, le chapitre 12, il répète des informations qu'on avait déjà. On savait que dans un des chapitres précédents, que Wacteno s'était rendu au campement du Cœur Loyal pour justement faire l'espèce d'échange d'otages en disant « Nous, on a... j'ai le général, l'oncle de Donialus. Vous me donnez Donialus, sinon je tue le général. » Donc, je trouve en fait que garder cette information qui n'était que de la parole de Wacteno, ça aurait apporté plus de suspense. De pas savoir si c'était vrai ou pas. Parce que le fait d'en avoir la confirmation et le fait de savoir où est-ce qu'ils sont planqués, on se doute en fait que qu'ils sont planqués dans la planque de Cœur Loyal, là, tout le système de grottes qui communiquent ensemble avec la rivière. Clairement, c'était là où Cœur Loyal et Belle Humeur s'étaient planqués, et ils connaissent comme leur poche les lieux, et je pense beaucoup mieux, vu leur pratique de chasse, de trappe et compagnie, beaucoup mieux que les bandits. Les bandits, ils doivent être plus sur les prairies, et pas forcément en contact un peu avec la nature ou des trucs comme ça. Parce que les chasseurs et les trappeurs, ils vont plutôt chasser les animaux, donc aller les chercher, donc dans les grottes et compagnie, et les autres, ils vont chasser les hommes. C'est pas la même chose. Et bref, ouais, là, à 20-30 contre 500, je trouve que ça pue un peu. Bon, je trouvais qu'il y avait un côté assez drama aussi avec... elles sont mignonnes quelque part, la mère de Cœur Loyal et Donialus, qui sont collées l'une à l'autre à se réconforter et compagnie. Et elle est passée où, en fait, elle est... Je sais plus comment elle s'appelle. Phoebe, je crois, Phoebe. La petite servante métisse afro-américaine là, qui servait Donialus.
Je crois qu'elle avait été sauvée et qu'elle restait avec Donia Luz. On la voit plus. Enfin, j'aimais bien, elle avait une petite personnalité sympa et j'ai l'impression qu'elle avait survécu. Et donc, on sait en fait effectivement que le général, il a survécu, qu'il est avec Jupiter, son esclave. Et le docteur, en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Non, quand il y a eu le passage avec le docteur, je me suis dit qu'il allait faire une grosse boulette. Parce que, bon, faut se l'avouer, il est quand même con-con. Comme dirait Céline. Ça m'a fait rire. Ouais, il est quand même con-con. J'arrive pas à me souvenir si on lui avait filé une mission après qu'il se soit foiré. Avec le fameux... le truc, l'espèce de code secret à la con que Donia Luz devait répéter au docteur, donc l'herboriste, qui devait aller trouver l'élan noir qu'il connaissait, et répéter. Au lieu de lui dire le campement est attaqué, Donia Luz, elle a buté 2 mecs, faut venir nous aider. Là, c'était un truc un peu... ça servait à rien, en fait, de lui filer une espèce de code secret. Ça servait pas à grand-chose. Mais en fait, je trouve que c'est un bouquin qui est rigolo parce que ça fait quelque part des erreurs qui sont un peu grossières, des maladresses un peu grosses, quoi, et c'est assez rigolo. Mais du coup, ça fait... bon, je vais être méchante. Ça fait un peu les téléfilms. Vous voyez, les téléfilms qui sont un peu cousus de fil blanc, on sait ce qui va se passer, et qui sont pas très bien joués, qui sont pas très bien tournés, qui sont pas bien palpitants, mais qu'on regarde un peu quand on est malade ou qu'on est en train de digérer à 14h. Et... Enfin, les trucs qu'on regarde en vacances quand on larve devant la télé. Donc, je trouve par contre que c'est... Enfin... Il y a un petit charme un peu désuet, ce roman, j'aime bien. Franchement, c'est cool. C'est cool. Enfin, je trouve... Je préfère largement Gustave Aimard que Prosper Mérimée pour le moment. On n'est peut-être pas dans le même... on est peut-être dans le côté un peu littérature élitiste versus littérature divertissante. Mais Gustave Aimard, je sais pas, je trouve ça sympa en fait. C'est sympa. C'est de l'aventure, tout ça. Oui, donc je trouvais qu'il y avait, pour revenir aux femmes, elles ont une petite relation qui est toute mignonne à se soutenir l'une l'autre. Parce qu'on a l'impression qu'elles ne craquent pas en même temps. C'est l'une après l'autre. Il y a une qui craque et qui est soutenue par l'autre, et après c'est au tour de l'autre. Donc quelque part, on est un petit peu sur une espèce de caricature. Enfin, la mère de Cœur Loyal, elle est adorable, hein. Elle est adorable, mais c'est une nana qui a tout le temps stressé. Je sais plus si on avait la confirmation que Cœur Loyal, c'est bien Raphaël, le jeune du tout début, là, du prologue. Je pense que oui, hein, parce que sinon le prologue, je vois pas trop l'intérêt. Oui, puis forcément, parce que c'est elle et c'est Noé Eusebio. Et Noé Eusebio, il n'y en a pas 15 000. Donc c'est forcément lui, mais je sais plus si... Je sais plus si on a la confirmation que Cœur Loyal égale Raphaël. Et ça veut quand même dire qu'elle a abandonné tous ses autres enfants et son mari pour Raphaël. Je comprends en même temps, hein, mais... Enfin, je sais pas, c'est particulier. Parce que c'est son premier, etc. Je sais pas, c'était expliqué comme ça. Mais on sent... si vous vous souvenez, en fait, de la... non, je reviens vite fait sur les femmes. Sur les femmes, on a aussi un côté un peu dramatique, qu'elles sont super inquiètes, que Donia Luz, elle sait pas trop quoi faire, à part peut-être, non mais c'est bon, allez me donner au capitaine, et puis moi, au moins comme ça, je saurai que mon oncle, il va survivre, etc. Quelque part, en fait, ça me donne envie, peut-être pas de fanfiquer, non, pas là-dessus, mais je suis vraiment pas sûre que Waqteno serait méchant avec Donia Luz. Parce que quand il était venu, qu'il l'avait vu, etc., il était quand même vachement respectueux. Donc il est hyper menaçant et compagnie envers les hommes, envers ses ennemis. Mais Donia Luz, je crois pas. Je pense que sincèrement, il a pas envie d'être méchant avec elle. C'est une impression que j'ai. Ça fait très dark romance. Non mais sérieusement, ça fait très dark romance, je trouve. Parce qu'on a un personnage qui est vraiment méchant un peu de bout en bout.
On n'a pas de background, on ne sait pas qui est ce gars-là, à part que c'est un chef de bandit, que c'est un pirate des prairies et compagnie, et qu'il a du pognon. En gros, il a envie de se poser, il a envie d'avoir sa maison, son pognon, sa petite femme, faire sa petite vie de famille et compagnie, et il a envie de peut-être prendre sa retraite. Et j'ai l'impression qu'il a à peu près le même âge que Cœur Loyal. Donc Cœur Loyal, on sait qu'il a 35-36. Ça fait 20 ans quand même avec Donny Halus. Autre temps, autre mère. Mais en plus, une pauvre fille qui sort d'un couvent, donc elle doit rien savoir. Ça me rappelle en fait quelque part l'espèce d'énorme naïveté de Daphne Bridgerton dans les Chroniques de Bridgerton, qui arrive le jour J, le jour des noces, et qui sait pas ce qui doit se passer. On dirait presque, bon là c'est côté caricatural, mais la reine Guenièvre, qui se doute qu'il se passe un truc entre les genoux et les hanches, mais qui sait pas quoi. C'est dans Kaamelott. Mais ouais, c'est un peu terrifiant. Et qu'est-ce que je voulais dire quoi? Mais ça m'intrigue en fait. Ça m'intrigue pas mal. Donc là, on est sur le... Alors, est-ce qu'il y avait autre chose à dire? Le docteur, en fait, il me paraît quand même être méga pas doué. Au final, on sait que... Quelque part, en fait, il y a pas une espèce de... La gestion du suspense, j'ai l'impression qu'elle pourrait être faite autrement. Parce qu'on est sur des espèces de twists. Mais en gros, il y a un petit bout de suspense et boum, c'est résolu tout de suite. Pour ça, le chapitre 12, à mon avis, il fallait qu'il saute. Fallait pas qu'on sache. Mais s'il n'avait pas existé, le fait que boum, Cœur Loyal, ils disent non, en fait, j'ai récupéré le général à la fin du 14, on se serait dit ouais, bah, c'est le ta gueule, c'est magique. Mais je sais pas. N'empêche, c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on l'aurait fait pour que ce soit plus palpitant, moins cousu de fil blanc. Au moins ces histoires d'infos et un petit peu intrigue quelque part. On est sur quelque chose qui est super simple, hein, qui est super linéaire, mais je pense que ce bouquin-là, c'est un excellent exercice pour les auteurs débutants, enfin pour les auteurs, pour savoir comment faire mieux au niveau la gestion du suspense, la gestion des infos, le foreshadowing aussi. Et clairement, je trouve qu'il y a des choses qui manquent un peu. J'aimerais bien savoir, moi, ce qu'il en est en fait de la famille au Mexique. La famille que Raphaël, sa mère et Noé Eusebio ont fui. C'était bon, même si le père il était hyper raide au niveau, enfin raide comme la justice, je trouverais ça intéressant de savoir est-ce qu'il est toujours vivant, est-ce que si sa femme, son fils aîné qui a fait un truc pas bien et son domestique qui a choisi de suivre sa femme, le mec il doit les supposer morts parce que souvenez-vous, il avait retrouvé un cheval mort et tout ça. Les trucs qu'il avait trouvé, les traces qu'il avait trouvées de sa femme, de Noé Eusebio, tout ça, ça craint du boudin. Et je crois qu'il savait plus ou moins il s'était fait enlever par les Indiens. Mais je sais plus qui exactement. Ça, je trouve que c'est un truc qui manque. Ce qui manque encore, c'est un peu de background sur l'antagoniste. Et j'espère qu'on va pas avoir un boom, c'est magique, retournement de situation un peu à la tête d'aigle. Parce que c'est pratique, quelque part. C'est pratique que la tête d'aigle devienne leur pote, parce que la tête d'aigle, il a 500 Indiens avec lui. Sinon, Cœur Loyal et Belle Humeur, ils étaient 2. 3 avec l'élan noir. 4 avec le docteur, et je sais pas si c'est vraiment un allié. Donc, ils étaient un peu plus dans la mouise. Après, il y avait quelques chasseurs, quelques trappeurs, mais ils n'étaient pas 500. Ils étaient peut-être 30 ou 40, un truc comme ça. Donc les forces étaient équilibrées entre le groupe de Wakteno, de bandits, et le groupe de chasseurs-trappeurs. Sachant que je pense vraiment que le groupe de chasseurs-trappeurs, les blancs,
si on met de côté les Indiens, qu'ils étaient pas en bisbille contre les Indiens, je pense que les chasseurs-trappeurs, ils avaient une connaissance du terrain qui était supérieure à celle des bandits. Même si, on va dire, les bandits vont avoir plus facilement une expérience de tromperie, entre guillemets, tromperie, guet-apens, des trucs comme ça, alors que les trappeurs et compagnie, c'est un peu sur... En fait, il y a une espèce d'équilibre entre les deux groupes, parce qu'il me semblait que c'était à peu près le même nombre de bonhommes. Il y avait, ou si c'était peut-être 30 contre 40, un truc comme ça. Et bref. Et j'aurais aimé avoir un petit peu plus de background sur Wacteno. Alors, soit j'ai oublié des choses, ce qui est possible. Le seul truc dont je me souviens, en fait, c'est que c'était déjà un chef de bandit à Mexico, qu'il y avait des bandits qui avaient essayé de détrousser Doña Luz et une douane, donc une vieille dame veuve qui la chaperonnait, en gros, qu'il les a sauvés, entre guillemets, sauf que on lui a juste dit aux bandits, bon, bah, c'est bon, laissez-les, et là, il s'est dit, putain, elle est mignonne, la petite. Et j'aurais aimé savoir un peu plus. J'ai un vague souvenir que c'était un militaire, mais je sais plus du tout. Enfin, soit j'ai oublié un truc, soit il y a un truc qui manque. C'est possible que j'ai oublié, hein. Et... Bon là, en gros, je pense que peut-être Doña Luz va intervenir et dire non, ne le tuez pas, il peut retourner sur le bon chemin, compagnie. Je vois bien une espèce de happy end absolu. En fait, j'ai un peu envie de lire la suite pour savoir. Et surtout qu'en fait, il reste 2 chapitres et j'ai l'impression que l'espèce de post-face, on va être sur un truc un petit peu explicatif. Ou peut-être que l'auteur se met en scène. Je reviens sur le côté maman aussi. Gustave Aimard, c'était sans doute le bâtard d'un diplomate proche de Napoléon, il me semble bien, et d'une femme noble aussi. Et on l'a collé en fait, on l'a confié à une famille d'accueil qui était certainement plus ou moins rémunérée pour s'occuper du petit bâtard. Et il avait peut-être subi des maltraitances ou des privations, c'était un truc un petit peu à la Thénardier. Et donc à 9 ans, il s'est enfui et il s'est engagé comme mousse dans un bateau. Et il a commencé à voyager partout dans le monde. Partout dans le monde, je pense que... Enfin, partout dans le monde, je pense qu'il a surtout voyagé en Amérique latine et en Amérique. Et de mémoire, il a été pris esclave chez les Indiens, sans doute chez les Comanches. Il a épousé une Comanche. Mais il y a eu quelques allers-retours aussi en France. Il a participé à une révolution au Mexique. Je crois qu'il a été jusqu'en Patagonie aussi. Donc il a fait pas mal de navigation. Il a vécu en fait ce qu'il montre là, les Comanches. Il a vécu sans doute les pirates des prairies, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Et ce que lui reprochait, entre guillemets, sa bio sur Wikipédia, c'est que comme il avait beaucoup écrit, il avait une petite tendance à s'auto-plagier. Ce qui s'entend complètement pour quelqu'un qui qui a une production énorme de livres, donc au bout d'un moment, on ressasse un peu les mêmes thèmes, et puis sans doute qu'on les ressasse un peu de la même manière. C'est normal. Et c'est pas très grave. Parce qu'on n'est pas non plus censé lire les 50 bouquins d'un même bonhomme, hein. Pas forcément. Mais bref, j'aime bien moi en fait. Puis j'ai une certaine affection pour ce petit, pour Gustave Aimard. Je sais pas, j'aime bien. J'ai une bonne vibe avec lui. Donc je tenterais bien, peut-être pour moi, de lire un autre livre de sa plume. Je vais regarder vite fait ce qu'il avait fait. Alors je pense du coup en pronostic pour la fin. Je suis pas persuadée que... Ou alors vraiment, s'il joue au con, je pense que... Je pense que Wacteno, il est tout à fait à vouloir garder la tête haute et donc à se faire buter. Parce qu'il va être très agressif, très provoque, et donc qui risque de se faire buter. Et là, ça tourne un peu au tribunal. Est-ce qu'ils veulent pas aussi, tout simplement, au lieu de les buter, les arrêter et les confier à la justice?
Sachant qu'en ce temps-là, à mon avis, des types comme ça, s'ils sont confiés au shérif, ils vont se retrouver pendus, hein, à mon avis. Ça peut tourner comme ça. Moi, je parierais quand même peut-être sur Donialous qui va dire non mais c'est bon, en gros, je suis sauve, mon oncle aussi, soyez indulgents, je suis pour la réinsertion des délinquants. Bon, un truc un peu dans ce goût-là. Je pense que ça pourrait se faire. En fait, ouais, sinon, évidemment, Donialous, elle va épouser le cœur loyal. Est-ce qu'ils vont aller au Mexique voir Beau Papa? Je sais pas. On verra. J'ai des doutes. Ça me manquerait en fait si ça restait ouvert ou juste il s'est passé ça dans le passé puis on sait pas ensuite. Ça peut être tout à fait une solution hein, il s'était passé ça dans le passé et puis c'est dans le passé, c'est fini. Mais je trouve que ça manquerait un truc. J'ai l'impression que Gustave Aimard il serait plus sur le Happy Family Forever. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Une fois qu'on aura fini Les Trappeurs de l'Arkansas, je pense que je vais enchaîner sur La Petite Fadette de George Sand, qui me ferait arriver, et je crois que j'avais calculé que c'était à peu près 4-5 dimanches pour La Petite Fadette, ce qui va me mener à peu près sur du fin juillet, je pense. Je ferai une pause à ce moment-là, peut-être une pause de 15 jours, 3 semaines. Et entre-temps, je vais commencer à lire aussi après Mérimée. Mérimée, si vous écoutez pas, je vous avais dit hier que je vais lire... J'ai déjà lu... j'ai lu La Prise de la Redoute, plus La Chambre Bleue, parce que La Prise de la Redoute, c'était que 10 minutes. Je vais lire La Vénus d'Île pour la semaine prochaine. Je vais peut-être pas lire Colomba, parce que c'est très long. Enfin, c'est long et en fait, j'en ai un peu marre de Mérimée. Je suis pas très fan. C'est sympa, mais sans plus, j'ai pas envie d'aller, pas forcément envie d'aller au bout. Mais vous aurez eu quand même 6 nouvelles, parce que la prise de la Redoute, c'était très court. Mercredi prochain, normalement, je fais une vidéo sur les extraterrestres dans les films et les séries, un peu à l'image des vidéos que j'avais faites sur les sorcières, les vampires, les zombies, parce que pourquoi pas. J'ai pas lu beaucoup de bouquins sur les extraterrestres. Si vous avez des suggestions de lecture à ce sujet-là, n'hésitez pas. Je les lirai pas d'ici mercredi, parce que j'aurai pas le temps. Mais c'est vrai que je pensais en fait qu'il me manquait quelque chose de ce côté-là. Je n'ai pas lu beaucoup à ce sujet. J'ai que en tête Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer. De Stephanie Meyer, qui est l'autrice de Twilight. Que j'ai trouvé sympa d'ailleurs, Les âmes vagabondes. C'est vraiment c'est un bouquin qui est vraiment très sympa à lire. Très bon dimanche à vous. Lisez tout plein, rêvez tout grand. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions de lecture sur des extraterrestres ou éventuellement des suggestions de lecture aussi de choses à lire ici. Je vais sans doute enchaîner sur du Sherlock, sur un recueil de nouvelles que je lirai, je pense cette fois-ci, en 2 fois. En 2 fois parce que ça fait 12 nouvelles d'affilée et ça fait un peu long. Donc comme ça, je fais une petite pause et je lis autre chose entre-temps. Très bon dimanche, à tout bientôt. Lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!